Nous avons le plaisir d'accueillir Emmanuel Beaurepaire, qui est donc chercheur CNRS, qui travaille dans un laboratoire de l'École Polytechnique, tout à côté d'ici, et qui va nous parler ce soir de l'imagerie 3D des tissus biologiques, dans les tissus biologiques. Voilà, merci. Bienvenue. Donc, je vais vous parler d'une technique de microscopie qui est un des domaines d'application des lasers, un domaine relativement important en fait. Je vais essayer de vous faire... Alors, ce sont des techniques qu'on développe encore dans les laboratoires et qui sont utilisées par les biologistes aujourd'hui et peut-être bientôt par les médecins. Je vais essayer de vous faire comprendre d'une part à quoi ça sert et puis aussi comment ça marche. Sachant que c'est des techniques d'imagerie, vous allez le voir, qui font appel à des concepts de physique et d'optique. On a vraiment besoin de ça pour faire ces nouvelles images. Alors, je vais enlever cette diapo et commencer par une intro très générale. Les techniques d'imagerie biologique ou médicale, d'une façon générale, il y a plein de techniques d'imagerie qui peuvent, soit quand vous allez à l'hôpital, qui permettent de voir le corps entier si vous faites une IRM. Je crois que j'ai un pointeur quelque part. Ou soit des techniques qui permettent de regarder des choses à beaucoup plus petite résolution, comme les microscopes. Et d'une façon générale, il y a un compromis entre la profondeur à laquelle on peut faire les images. Vous allez faire une imagerie par résonance magnétique, on peut voir le corps entier. Vous allez faire une échographie, on voit une partie de l'abdomen. Et la résolution, la finesse des détails qu'on peut résoudre avec les images. Et en général, la résolution, elle est donnée par la longueur d'onde du rayonnement qu'on utilise pour faire les images. Alors, en optique, on peut faire des images à l'échelle des longueurs d'onde optiques qui sont, disons, de l'ordre du micromètre, du millième de millimètre, qui est la taille des cellules. Donc la microscopie optique, ce que vous allez voir dans un microscope, c'est des détails de l'ordre de la taille des cellules. Et les techniques dont je vais vous parler aujourd'hui sont des techniques qui permettent de voir les cellules en 3 dimensions, mais à des profondeurs de quelques dixièmes de millimètre, de sorte qu'on ne va pas voir simplement des cellules, mais des tissus, c'est-à-dire une cellule dans son environnement. C'est ce qui est entouré en bleu ici. Donc c'est une échelle un peu intermédiaire entre ce que vous pouvez faire dans un microscope classique et ce qu'on peut faire dans des appareils d'imagerie médicale. Alors pourquoi l'optique est intéressante pour la biologie? Alors ça c'est un résumé très raccourci de l'histoire de la microscopie en biologie. En fait, les premiers microscopes qui ont été développés, disons, au XVIe et au XVIIe siècle, ont permis de découvrir le monde de la cellule, et les cellules qu'on ne connaissait pas avant. Donc, c'est les microscopes qui ont permis de faire la première description de tous les micro-organismes, les bactéries, les cellules, etc. Et puis après... disons qu'au cours des siècles, et notamment du suivant et notamment du XXe siècle, les biologistes ont essayé d'étudier la cellule, de la décortiquer et de regarder de plus en plus petit. Et on a découvert des tas de choses, notamment les mécanismes de la biologie moléculaire, de la génétique, les mécanismes chimiques qui se déroulent à l'intérieur des cellules. Et à partir de ce moment-là, on a eu besoin de comprendre comment ces réactions chimiques s'agencent dans l'espace et dans le temps à l'intérieur de la cellule. Et ça, c'est une des raisons qui a motivé le développement de la microscopie, disons à partir des années 60-70. On a parlé d'une renaissance de la microscopie parce que l'optique permet de visualiser les cellules, mais vivantes, contrairement à des techniques de microscopie qui utilisent des rayonnements plus invasifs, comme la microscopie électronique ou les rayons X. Donc l'optique permet de visualiser les cellules vivantes et en plus, autour, disons dans les années 80, on a développé un ensemble de techniques pour les étudier de façon de plus en plus précise, notamment des marqueurs fluorescents. Alors je vais vous montrer ça. On peut, dans une cellule, aller taguer ou marquer certaines structures pour pouvoir les regarder spécifiquement dans le microscope. Et puis on a aussi développé des approches pour les regarder en 3 dimensions et plus récemment des approches pour les regarder en 3 dimensions dans leur environnement normal, naturel, c'est-à-dire des tissus biologiques intacts. Alors, une technique qui est très utilisée pour regarder les cellules, c'est d'utiliser la fluorescence. Donc ça va être un mécanisme de contraste. Certaines molécules
donc qui peuvent être soit présentes naturellement dans les cellules, soit qu'on va insérer dans les cellules, sont capables d'absorber de la lumière. Donc la lumière, vous savez qu'elle peut être représentée dans son état le plus élémentaire sous forme d'une particule d'énergie qu'on appelle le photon et qui est associée à une onde qui a une certaine longueur d'onde. Donc une molécule va être capable d'absorber un photon d'énergie, c'est ce qui est représenté à droite de cette diapo. Elle va se trouver dans un état excité, à partir duquel elle va se désexciter d'une part de façon, disons, non radiative, un peu par collision, par relaxation, disons, non radiative, et aussi de façon radiative, c'est-à-dire en émettant de la lumière, et en émettant une lumière qui va être un peu décalée en énergie, et c'est-à-dire qui va avoir une couleur un peu différente. C'est-à-dire qu'on va exciter une molécule avec de la lumière bleue, et elle va émettre de la lumière verte. Maintenant, si cette molécule se trouve dans une cellule qui est dans un microscope, on va exciter les molécules avec un laser, par exemple bleu, et puis détecter spécifiquement la lumière verte, séparer les lumières selon leur couleur pour faire une image. Et là, vous voyez un exemple de microscopie de fluorescence. Donc, c'est une technique qu'on trouve dans tous les labos de biologie et même dans les centres d'analyse médicale ou histologique. Ici, il y a plusieurs structures qui ont été marquées dans des cellules, donc probablement des fibres qui constituent le squelette de la cellule qu'on voit en vert, on voit le noyau en bleu et d'autres structures en rouge. Et donc on peut avoir une image de la distribution de ces différents constituants de la cellule. Alors ça, c'est très bien pour regarder des cellules isolées, c'est-à-dire des objets relativement transparents, pas très gros. Je vais un peu trop vite par rapport à la diapo. Le problème, c'est que quand on va vouloir faire ça dans un tissu biologique intact, ça ne va pas très bien marcher. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais entre-temps, il y a une technique qui va nous permettre de faire les choses un peu différemment, et c'est la technologie des lasers femtosecondes. Alors, je ne sais pas si c'est des choses dont vous avez déjà entendu parler dans des conférences précédentes. Les lasers femtosecondes, c'est des technologies qui ont été développées, disons, à la fin des années 80. C'est développé depuis... Les premiers lasers datent des années 60, mais disons que ça s'est vraiment répandu à partir du début des années 90. Et l'idée, c'est qu'on va avoir un laser qui, au lieu d'émettre la lumière de façon continue, c'est-à-dire un flux de photons continu, va les émettre sous forme de séries d'impulsions très brèves qui durent une centaine de femtosecondes. Alors une centaine de femtosecondes, donc une femtoseconde, c'est 10 à la puissance moins 15 secondes, c'est la distance que parcourt, c'est le temps que met la lumière pour parcourir 30 micromètres. Sachant qu'en une seconde, la lumière, elle va de la Terre à la Lune. Donc ça, c'est la durée d'une de ces impulsions. Donc une impulsion, elle s'étale dans l'espace sur 30 micromètres, et entre deux impulsions, en général, il y a à peu près 3 mètres. Donc globalement, ces deux lasers émettent la même puissance moyenne, mais dans le deuxième cas, vous voyez qu'elle est concentrée temporellement dans des impulsions très brèves. Et ce que cela va permettre de faire, c'est d'observer des effets optiques qu'on appelle des effets d'optique non linéaires, où on ne va plus avoir un seul photon qui interagit à la fois avec une molécule, mais les photons qui vont être si nombreux, si vous voulez, à chaque instant incident sur les molécules, qu'on va pouvoir avoir des phénomènes où deux photons vont être absorbés simultanément, vont combiner leurs énergies pour exciter la molécule, et puis éventuellement la molécule peut émettre de la fluorescence derrière. Donc on remplace une excitation par absorption d'un photon par l'excitation par absorption de deux photons simultanément, dont les énergies sont moins importantes, c'est-à-dire qu'au lieu d'exciter avec du bleu, on va exciter avec de la lumière rouge ou infrarouge, mais en combinant l'énergie de deux photons, on arrive à exciter nos molécules. Bon, on pourrait dire c'est bien, c'est juste plus compliqué. Mais voilà, pour la microscopie, ça va être intéressant. Là, vous avez une diapo qui présente une petite cuvette qui contient un liquide qui est fluorescent, c'est-à-dire quand on l'excite avec un laser, il va absorber de la lumière et en réémettre. Et en haut, vous voyez un objectif qui focalise un laser bleu qui excite, donc continu, qui excite la fluorescence. Et vous voyez le petit trait jaune à l'intérieur de la cuvette qui sont les molécules qui ont été excitées par le laser. Et en bas, un laser infrarouge pulsé qui excite aussi le même liquide. Et alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a juste un petit point lumineux qui apparaît au point focal, au point de focalisation du faisceau. Et c'est une des propriétés aussi de ces effets non linéaires, c'est que comme ils sont, disons qu'on a besoin de beaucoup de photons au même endroit, au même moment, on ne va les observer que
aux endroits où la lumière est la plus concentrée dans l'espace et dans le temps. Ça veut dire que dans un microscope, on va exciter cette lumière uniquement au point de focalisation de l'objectif du microscope. Donc c'est un peu comme si on avait une petite sonde lumineuse à distance qui sonde un volume qui fait à peu près 1 micron dans le microscope, et ensuite qu'on va pouvoir balayer pour faire une image. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va pouvoir faire de la microscopie de la façon suivante. On va focaliser notre train d'impulsion dans un milieu biologique, et au point de focalisation, et seulement à cet endroit-là, une toute petite partie de l'énergie incidente va être convertie, c'est-à-dire que des molécules vont absorber 2 photons, en réémettre un seul, que l'on va détecter et compter sur un système électronique, et ça va nous permettre de sonder si, au point de focalisation, on a la molécule fluorescente qui nous intéresse. Donc ça permet de sonder un point. Ensuite, on va balayer le laser dans notre échantillon, et ça va nous permettre de faire une image dans un plan, et puis on peut refocaliser un peu plus loin, faire une image dans un autre plan, etc. Et ça permet de faire une image tridimensionnelle, ou alors une coupe optique de la distribution des molécules fluorescentes dans notre milieu biologique. Alors pourquoi c'est intéressant pour regarder des tissus biologiques? Parce qu'une grande difficulté quand on cherche à faire de la microscopie avec de la lumière, donc de la microscopie optique dans un tissu, c'est que pour faire une image, on a besoin de savoir où la lumière est passée. Alors, on envoie de la lumière, on la détecte, et puis elle est plus ou moins absorbée. Si on sait par où elle est passée, on va pouvoir reconstruire une image. Le problème, c'est que quand on envoie de la lumière dans un milieu biologique, ce qui se passe, c'est plutôt ça. Il y a une partie de la lumière qui va tout droit, et puis il y en a plein qui, en fait, est diffusée par les structures du tissu, ce qui fait qu'à l'arrivée, on peut la détecter, mais on ne sait pas par où elle est passée. Et donc, on ne peut pas faire de l'imagerie précise avec ça. Quand on utilise un mécanisme à 2 photons comme mode de contraste, ce qui va se passer, c'est que toute la lumière d'excitation diffusée va être trop diluée dans l'espace pour produire de la fluorescence, et finalement, il n'y a que la lumière qui n'a pas été diffusée, qui est bien allée tout droit à l'endroit où on l'a envoyée, qui va créer notre signal. Et ça, en pratique, ça veut dire que même quand on va focaliser notre laser en profondeur dans un milieu biologique, on va avoir une excitation bien confinée, et donc on va pouvoir faire des images avec une résolution qui reste micrométrique, jusqu'à des profondeurs de entre, disons, 1/2 millimètre et presque 1 millimètre. Donc ça, c'est les principes. Alors, à quoi ça peut servir? Alors, en fait, cette technique de microscopie a été démontrée pour la première fois en 1990, et les premières applications qui ont été développées avec ça, et les applications les plus importantes encore aujourd'hui, c'est les neurosciences. Parce qu'en neurosciences, c'est très intéressant de pouvoir regarder un neurone tout seul sur une lamelle de microscope, mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de regarder un neurone dans du tissu cérébral et de regarder comment les neurones interagissent entre eux. En tout cas, comment un neurone, dans son environnement naturel, réagit. Alors, là, vous avez un exemple d'expérience qui a été développé il y a quelques années dans un laboratoire de l'Université Paris 5, dans lequel un animal, un rat, est anesthésié. On a affiné l'os du crâne parce que c'est difficile de focaliser la lumière à travers, alors on l'a un peu rasé aussi, à travers l'os. Et puis, on a inséré dans le tissu nerveux une microélectrode qui permet d'enregistrer l'activité électrique, mais en même temps qui permet de faire diffuser un colorant fluorescent. Et puis, on a donc stimulé dans cette expérience le tissu jusqu'à ce que la pipette touche un neurone, et là, on a laissé diffuser le colorant fluorescent à l'intérieur du neurone. Et ensuite, on a enregistré une série d'images, depuis la surface jusqu'à peu près 1/2 millimètre de profondeur, qui sont représentées de façon... c'est la somme de toutes les images qui sont représentées ici. Vous voyez qu'il y a un neurone qui a été marqué, qui se trouve être dans une zone qui est une zone qui va traiter des informations de l'olfaction. Donc c'est un neurone qui reçoit des informations des cellules sensibles aux odeurs de l'animal, qui va les intégrer au niveau de cette arborescence qu'on voit en haut, et puis envoyer l'information vers le corps cellulaire qui se trouve à 500 microns de profondeur. Alors, un autre truc ici, c'est que le colorant qu'on a injecté, c'est un colorant
qui est sensible à la concentration ionique à l'intérieur de la cellule. C'est-à-dire que si la cellule est active, le niveau de fluorescence, le niveau de signal va changer. Alors, ce qui est fait dans l'expérience qui est présentée à côté, c'est de présenter une odeur sous le nez de l'animal, et quand l'animal respire, ce neurone va avoir une activité chimique qui est visualisée directement dans le microscope in vivo. Donc ça, c'est intéressant, mais ça permet de regarder une cellule, un neurone en réponse à une stimulation de l'animal, mais on n'en regarde qu'un à la fois. Donc, pour essayer d'étudier des populations de neurones, il y a aussi des techniques plus, disons, efficaces de marquage qui ont été développées, et en particulier une technique qui a été développée depuis quelques années et très utilisée en biologie, c'est d'utiliser à la place de marqueurs chimiques qu'on va injecter dans le tissu, des protéines fluorescentes. Alors les protéines fluorescentes, c'est des molécules que par exemple les méduses ou les coraux utilisent eux-mêmes pour fabriquer de la lumière. Les biologistes sont capables d'isoler l'ADN de ces molécules et de l'insérer génétiquement dans un autre organisme qui va se mettre lui-même à produire ces molécules fluorescentes. Donc les molécules de méduses, on peut les insérer et les faire fabriquer par d'autres animaux. Donc ça permet de faire de la poésie, par exemple des souris vertes si elles sont excitées avec une lumière bleue ou ultraviolette, mais aussi ça permet d'aller cibler cet ADN dans des cellules précises, de sorte que la souris verte, en fait, celle-là, elle est verte partout, mais on peut faire des souris vertes qui vont être vertes uniquement au niveau des neurones ou de certains neurones. Et donc là, ce que vous voyez, c'est une image qui a été enregistrée depuis le haut, en fait, sur quasiment 1 mm de profondeur. Et puis ici, elle est représentée en projection transverse, si vous voulez. Et vous voyez qu'on a accès à la morphologie d'un bouquet de cellules, de neurones à l'intérieur du cerveau de l'animal vivant. Donc là, on n'a plus à injecter les choses. En fait, c'est l'animal ou l'organisme qui va produire lui-même ces protéines fluorescentes. Maintenant, non seulement on peut lui faire fabriquer des marqueurs fluorescents, mais on peut lui faire fabriquer des marqueurs fluorescents qui sont sensibles à la concentration ou à l'activité chimique des cellules, ce qui va permettre de voir fonctionner les cellules in vivo. Alors, je vous montre ça ici. Donc ça, c'est une expérience qui a été développée au Howard Hughes Medical Institute aux États-Unis, dans lequel l'animal est maintenu sous un microscope et il est réveillé. Alors je vous montrerai d'ailleurs ce qu'on peut leur faire faire. Et on regarde une population de neurones comme ça clignoter et on visualise directement l'activité cérébrale au niveau cellulaire. Alors, aujourd'hui, il y a des microscopes. Alors là, l'animal, en fait, est fixé sous le microscope, mais certaines équipes ont développé des microscopes qui font 4 grammes, où la lumière arrive par des fibres optiques, et on peut même avoir une souris qui se promène, et on visualise l'activité directement comme ça. Une expérience un peu spectaculaire qui a été publiée l'année dernière, est celle-ci. Donc la souris est réveillée, et en fait, donc elle est maintenue par la tête sous le microscope, et elle est placée sur une boule sur laquelle elle peut courir dans tous les sens. Et puis les mouvements de la boule sont captés par des souris, cette fois d'ordinateur, qui sont placées sur les côtés. Donc vous voyez que la souris est réveillée, elle est en train de courir sur sa boule, de se lécher les pattes, etc. Et en plus, dans cette expérience-là, elle est placée dans une sorte de sphère de réalité virtuelle sur laquelle on va projeter des paysages qui ressemblent un petit peu à ça. Et quand la souris se déplace, les paysages peuvent se déplacer en fonction de ces mouvements. Et donc, on peut à la fois avoir une indication sur ce que la souris voit, c'est-à-dire le paysage dans lequel elle se déplace, et la partie du cerveau qui est imagée ici et qui intègre des informations sensorielles des yeux ou éventuellement des mouvements des pattes. Donc là, évidemment, c'est vraiment des applications de recherche avancées, pas encore des applications médicales, mais c'est pour vous montrer jusqu'où ces techniques peuvent être poussées. Merci. Alors,
alors, un autre domaine d'application, donc les neurosciences, c'est vraiment un domaine important parce que vous voyez, on peut visualiser des cellules et une population de cellules fonctionner, encore une fois, dans un animal vivant et en réponse à des entrées sensorielles. Et ça, c'est vraiment unique. Disons que c'est la seule méthode qui permet de faire ça. Un autre domaine d'application qui s'est développé depuis quelques années, c'est d'utiliser ces approches pour visualiser le développement embryonnaire. Alors, le développement embryonnaire est très étudié en biologie aussi parce que c'est, d'une part, dans le contexte de la génétique et d'autre part de l'organogénèse, on utilise souvent des modèles animaux pour étudier des pathologies et les mécanismes de prolifération et de division cellulaire. Alors là, un organisme qui est très utilisé est la mouche drosophile, parce que ça se reproduit très vite, donc on peut faire beaucoup de choses, notamment des croisements pour étudier la génétique de cet animal. Et c'est ici, juste à titre d'illustration, le développement d'un animal, il va en général se produire toujours de la même façon. On a un œuf fécondé qui va se diviser, donc une cellule qui va devenir 2, 4, 8, etc., jusqu'à quelques milliers de cellules. Et puis après, en général, les divisions vont ralentir, et puis on va avoir des mouvements des cellules, c'est ce qui est représenté ici. Elles vont prendre une forme simple, en général, donc ici dans la drosophile, elles sont en périphérie de l'embryon, qui fait à peu près 1/2 millimètre de l'œuf. Et puis ensuite, tout ça va se déplacer en 3 dimensions pour former des structures plus complexes qui ensuite vont pouvoir donner des tissus plus spécialisés. Alors pendant longtemps, l'étude de ces mouvements, qui sont très précisément régulés, parce qu'une mouche qui se développe, ça fait toujours une mouche à l'arrivée, même si elle est un peu plus grande, un peu plus petite, pendant longtemps, c'était assez difficile d'étudier ces mouvements, et la façon de faire, c'était d'arrêter le développement de ces petits embryons à différents stades, de les découper en tranches, de prendre des photos, par exemple en microscopie électronique, et d'essayer de comprendre comment les mouvements, de reconstituer les mouvements. Avec une approche de microscopie 3D, finalement, c'est plus simple. On peut faire le même truc que tout à l'heure dans la souris. On fait fabriquer à cet œuf de mouche une protéine fluorescente. Alors GFP, ça veut dire Green Fluorescent Protein, protéine fluorescente de méduse, qui est localisée dans les noyaux des cellules. Donc là, finalement, vous voyez, on fait une coupe optique de à peu près le milieu de l'embryon. Et voilà, on laisse l'embryon sous le microscope, on fait une image toutes les 30 secondes à peu près, et vous voyez qu'on a accès à la visualisation du mouvement de ces cellules qui sont une des premières formes qui va apparaître dans l'embryon au cours de son développement. Alors ça, c'est une image qui est faite, je vous ai dit tout à l'heure que c'est des images qui étaient résolues en 3D, donc qui est fait dans un plan à peu près à l'équateur de l'œuf. Mais on peut bien sûr faire la même chose dans des plans successifs pour avoir une idée de la distribution tridimensionnelle de ces cellules. Et puis on peut refaire la même chose au cours du temps. Donc là, on a un demi-embryon à peu près. Et puis si on fait une image toutes les minutes, on voit toutes ces cellules qui vont migrer pour former les structures de l'embryon. Ok, donc jusqu'ici, je vous ai présenté des applications qui utilisent des molécules fluorescentes, par exemple ces protéines fluorescentes de méduse, qu'on a injectées ou fait fabriquer aux cellules ou aux organismes qu'on veut regarder. La microscopie non linéaire permet aussi d'utiliser les propriétés optiques intrinsèques, endogènes des tissus biologiques pour faire des images. Ce qui va être intéressant, par exemple, si à terme on veut utiliser des techniques d'imagerie 3D dans un contexte médical. Parce que là, il ne va pas être question d'aller faire exprimer, d'aller insérer de l'ADN de méduse aux patients pour aller visualiser leurs cellules, leurs tissus. Donc, je reviens un petit peu à la physique et j'espère que ça va vous parler. Si on a un milieu matériel qui est excité par un champ laser, si le milieu est polarisable, on va pouvoir polariser, c'est-à-dire modifier un peu le mouvement des électrons dans ce milieu ou ces molécules, qui va suivre les oscillations associées au champ laser excitateur. Typiquement à la même fréquence, et donc ce milieu va à son tour réémettre un rayonnement
à la même fréquence, c'est-à-dire qu'il va juste diffuser la lumière du laser et réémettre, enfin, diffuser la lumière de la même couleur. Si on excite un milieu polarisable avec un champ laser suffisamment intense, en fait, la polarisation à l'intérieur du milieu ne va plus être proportionnelle au rayonnement du laser. Et donc, ça va, si vous voulez, il va avoir une forme déformée par rapport aux variations sinusoïdales d'amplitude du champ excitateur. Et cette polarisation, cette variation temporelle, on peut la décomposer en une variation à la fréquence fondamentale, mais aussi comme la somme de fonctions périodiques ou de composantes périodiques à des fréquences doubles, triples, etc. Et ça veut dire qu'un milieu polarisable excité avec un champ suffisamment intense va à son tour être capable de rayonner de la lumière à la même longueur d'onde, mais aussi à la longueur d'onde double, triple, etc. Il va y avoir des composantes à la fréquence double, donc à la longueur d'onde moitié, pardon, et à la fréquence triple, donc à la longueur d'onde tiers, dans la réponse optique du matériau. Donc ça, en termes d'interaction lumière-photon, ça va correspondre, comme pour la fluorescence excitée à deux photons, comme que je vous ai présenté tout à l'heure, à l'interaction de deux photons avec une seule molécule, ou de trois photons avec une seule molécule, sauf que là, c'est un peu différent. On n'a pas absorption d'énergie, c'est simplement que des molécules vont être capables de réémettre, de diffuser, de combiner l'énergie de deux photons et de les diffuser intégralement sous forme d'un seul photon. Alors, je vais essayer de faire ça de façon assez compréhensible. Ce qui se passe, c'est que, en fait, ces informations-là vont être assez différentes que l'information qu'on peut avoir avec l'imagerie de fluorescence, parce que ici, on a des phénomènes qui sont instantanés. Contrairement à la fluorescence où une molécule va absorber de l'énergie et puis, après un certain temps, réémettre de la lumière de fluorescence. Ici, on a des phénomènes instantanés, ce qui fait que si on a plusieurs molécules qui sont excitées dans notre petit volume sonde qu'on a vu tout à l'heure, et que ces molécules rayonnent de la lumière en phase, eh bien, on va avoir une interférence constructive, c'est-à-dire que toutes ces contributions vont s'additionner de façon cohérente, alors que si on a deux molécules qui émettent des contributions en opposition de phase, la somme peut être nulle. Ça veut dire que ces mécanismes-là vont être très sensibles à la microstructure du matériau qu'on est en train de regarder. Je vais essayer de vous rendre ça un peu plus concret. Pour avoir du doublage de fréquence, il faut qu'on ait une molécule qui soit asymétrique. Alors, par exemple, une molécule qui aurait une partie qui serait plutôt un groupement donneur d'électrons, une partie qui serait plutôt un groupement accepteur d'électrons, c'est une molécule qui va être capable de faire du doublage de fréquence. Mais en plus, il faut qu'au sein du petit volume d'excitation que je vous ai montré tout à l'heure, toutes ces molécules asymétriques soient elles-mêmes orientées de façon asymétrique. Donc si on a toutes ces conditions-là, on va pouvoir avoir du doublage de fréquence. Et ça, évidemment, vous voyez, et sinon, on n'en aura pas. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui va être assez rare parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Et donc c'est quelque chose qui va se produire uniquement dans des structures moléculaires très denses et très organisées. Alors je reviens vers quelque chose d'un peu plus concret. On va trouver des structures très denses et très organisées dans certains tissus biologiques. Alors il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quelques-unes, et notamment le collagène. Alors peut-être que le collagène, vous avez entendu parler de ça par la communication de L'Oréal Recherche, mais c'est la protéine la plus abondante du corps humain, et c'est une protéine qui va donner leur rigidité à la plupart des organes. Et il se trouve que c'est, pour conférer cette rigidité, c'est une structure qui est très organisée, donc c'est une molécule qui forme une triple hélice qui elle-même va s'arranger en structure qu'on appelle des fibrilles, qui elles-mêmes vont former des fibres. Donc on a un matériau très dense et très organisé qui est une source efficace de doublage de fréquence. Donc là, par exemple, c'est une image qui a été réalisée sans marquage dans un rein de souris qui est pathologique, c'est-à-dire qui s'est mis à produire, c'est dans le cas de certaines pathologies qu'on appelle des fibroses, une accumulation anormale de collagène. Et vous voyez que
ce type de contraste permet de visualiser la distribution tridimensionnelle du collagène à l'intérieur de l'organe. D'autres structures permettent d'avoir, en fait, pour les mêmes raisons, le même type de signal, et c'est notamment le cas des structures musculaires. Donc, à l'échelle moléculaire, les structures musculaires, ça va ressembler à ça. Vous avez des filaments d'une protéine qui est un moteur moléculaire qui est capable de glisser sur d'autres protéines filamenteuses. Et ces filaments moteurs ici, ce sont des structures quasiment cristallines, très organisées et très denses, qui vont également donner ce type de signal. Donc là, vous avez un exemple par exemple, c'est la tête d'un petit ver, qui est aussi un organisme qui est très, très étudié en biologie. Et ce qu'on voit, c'est les muscles de la bouche, enfin de l'appareil de mastication de l'animal, qui peuvent être visualisés sans marquage avec ce type de contraste. Et enfin, un dernier exemple. Alors ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez vu lors de cours sur la division cellulaire. Quand une cellule se divise, vous avez les lots de chromosomes qui vont être séparés en deux, qui vont ensuite être tirés vers ce qui va être les deux cellules filles. Et les structures qui tirent ces lots de chromosomes en deux, c'est ce qu'on appelle des fuseaux mitotiques. En fait, c'est aussi des structures fibrillaires qui se forment juste avant la division cellulaire et qui vont tirer ces paquets de chromosomes. Pour la même raison, parce que ce sont aussi des structures très, disons, denses et organisées, ce sont des objets qu'on peut détecter avec ce type de contraste. Donc, génération de seconde harmonique et un type de contraste qui va détecter les milieux très, très organisés, comme par exemple le collagène. Et voilà un exemple d'application, alors qui a été justement développé par des collègues du laboratoire d'optique et biosciences de l'École polytechnique. Et donc là, c'est un rein de souris pathologique, et donc c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. On utilise un signal de fluorescence en rouge pour regarder la morphologie du tissu, et ce que vous voyez, c'est que ce signal de seconde harmonique permet de caractériser l'accumulation pathologique de collagène dans ce tissu, et donc de définir des scores de progression de cette maladie, et de mieux comprendre aussi où s'assemble et s'accumule cette distribution anormale de collagène. Donc ça, c'est ce qu'on appelait la génération de seconde harmonique. Je vais vous parler encore un petit peu d'optique, puis après je reviendrai aux applications. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait faire du doublage ou du triplage de fréquences avec l'optique non linéaire. Alors la génération de troisième harmonique, c'est-à-dire le triplage de fréquences, c'est un peu différent. On n'a pas besoin d'avoir des milieux asymétriques, mais il se trouve que pour une raison optique un peu exotique, on n'a pas de signal dans un milieu homogène. Alors ça, c'est lié au fait que quand on focalise un faisceau, si on s'intéresse à la distribution de phase du faisceau au voisinage de son point de focalisation, en fait, on s'aperçoit qu'on a un déphasage progressif par rapport à une onde plane, par rapport à un faisceau qui ne serait pas focalisé. C'est ce qui est représenté sur cette carte ici, en rouge et en bleu. Alors si on commence à exciter des molécules qui vont faire du triplage de fréquences, le laser se propage dans ce sens-là, ce qui va se passer, c'est que rapidement, la lumière qu'on commence à créer au début du volume d'excitation va être rapidement déphasée avec la lumière d'excitation et avec donc la lumière qu'on crée à la fin du volume d'excitation. Et si on somme tout ça, il n'y a plus rien, en fait, tout s'annule. Donc c'est une microscopie où finalement on ne voit rien du tout. Ce n'est pas très intéressant, sauf que si jamais on est à l'interface entre deux milieux différents, l'annulation n'est pas complète et on va voir quelque chose qui va nous signaler qu'il y a une interface ou une hétérogénéité. Donc, je vous présente ça, un petit exemple ici. On a deux petits objets, donc des billes de polystyrène ici pour le moment, imagés avec ce type de technique. Vous voyez que si l'objet est tout petit, on le détecte. Si l'objet est un peu plus gros, on voit seulement ces interfaces. On voit uniquement les endroits où le milieu n'est pas homogène. Donc les interfaces vont ressortir sur un fond noir. Alors à quoi ça peut servir? Finalement, si on met un tissu biologique, il y a des interfaces, il y en a un peu partout, entre des milieux qui sont plutôt de l'eau, des milieux qui sont plutôt des lipides, etc. Donc si on remet, par exemple, notre embryon de mouche qu'on a vu tout à l'heure, ou ici un œuf de poisson, vous voyez qu'avec ce type de contraste, on va avoir une image qui nous donne la morphologie du tissu, sans marquage. Alors, ce n'est pas spécifique comme tout à l'heure. On ne peut pas choisir de regarder telle ou telle structure, comme tout à l'heure on marquait les noyaux ou certaines cellules. Mais vous voyez qu'on a une information
très général sur la morphologie. Alors là, on voit très bien le développement embryonnaire de la mouche qu'on a vue tout à l'heure, aussi les premières divisions cellulaires dans cet œuf de poisson. Donc là, en fait, les cellules sont ici, vous voyez. Au début, on voit qu'il y a une cellule, deux, etc. Puis là, c'est les ressources maternelles, l'équivalent du jaune d'œuf, qui sont pompées par ces cellules en train de se diviser. Alors, très bien, je vous ai montré, on peut faire différents types d'images. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que toutes ces images-là, on les fait de la même façon. On envoie un laser impulsionnel infrarouge dans un microscope, on le balaye, et ces différents signaux, on va pouvoir les détecter sur des détecteurs séparés pour faire des images simultanées qui vont nous révéler différentes choses. Alors, je vais vous montrer à quoi ça peut servir, justement dans un contexte un peu plus médical, qui est l'imagerie de la cornée oculaire humaine. Donc la cornée, c'est la partie la plus externe de l'œil. C'est un milieu qui normalement est transparent et qui est responsable d'une bonne partie en fait, du pouvoir optique de l'œil. Donc ça fait à peu près un demi-millimètre de profondeur. Et ça, cette structure, donc ça c'est juste une coupe qui est imagée donc ex vivo en microscopie classique. Il y a quelques couches de cellules sur la partie externe, et ensuite il y a un milieu très organisé, constitué d'empilements de lamelles de collagène. Donc, le collagène qu'on a vu tout à l'heure, on le voit réapparaître ici. Et ces lamelles, elles font à peu près 2 micromètres d'épaisseur, elles sont constituées de fibrilles arrangées de façon très, très dense. Donc ça, c'est une image en microscopie électronique. On place une cornée comme ça, une cornée humaine intacte. Donc c'est typiquement des tissus qui peuvent être stockés pour pouvoir faire des greffes de cornée pour les gens qui en ont besoin. Donc il y a une structure à Paris qui s'appelle la Banque des yeux et qui conserve ces greffes, ces cornées en prévision de greffe. Donc on place une de ces cornées sous le microscope et là on fait des images à différentes profondeurs en détectant les différents contrastes. La fluorescence naturelle des tissus, parce que les tissus sont un peu fluorescents, et ces signaux de troisième harmonique et de seconde harmonique. Et vous voyez qu'on a des images très différentes. Alors je vais vous les montrer un peu plus en détail. Cette fois sans marquage, c'est vraiment un tissu humain qu'on place dans le microscope et qu'on visualise avec ses propriétés optiques. Alors qu'est-ce qu'elles nous disent ces images? Au niveau de la partie la plus externe, je vous ai dit qu'il y avait quelques rangées de cellules. On peut détecter ces cellules grâce à leur fluorescence, mais avec ce signal qui détecte les interfaces, le signal de troisième harmonique, on voit très bien en fait, les contours cellulaires et les contours des noyaux. Parce qu'à chaque fois qu'on a un noyau, en fait, on a une interface entre le milieu, le noyau qui a des propriétés optiques différentes du reste de la cellule, puis on voit aussi les contours cellulaires. Et puis quand on descend dans la partie qui est constituée d'empilements de lamelles de collagène, on a un signal de seconde harmonique, c'est ce que je vous présentais tout à l'heure, qui nous reflète l'orientation de ces fibrilles là, dans différents plans, et le signal de troisième harmonique qui, lui, va attraper les interfaces entre ces différentes lamelles. Donc vous voyez qu'on a des images très contrastées de la microstructure de ce tissu. Alors là, par exemple, c'est des images où on a imagé depuis l'extérieur et puis on a reprojeté dans une coupe transverse et on visualise très bien l'empilement de ces lamelles, et en particulier, ça c'est intéressant pour visualiser par exemple des processus de cicatrisation après opération laser. Donc là, c'est des images en fait, qui ont été obtenues relativement récemment et qui ont un intérêt potentiel d'une part pour l'évaluation des cornées avant les greffes et d'autre part pour étudier les processus de cicatrisation après chirurgie laser. Donc là, c'est l'aspect plus, disons, pour illustrer l'aspect médical de ces technologies. Alors, je vais revenir un petit peu à l'embryologie et vous montrer une autre application donc, qui a été développée récemment et qui utilise toutes ces images également et qui concerne la caractérisation des premières étapes de développement du poisson, de l'œuf du poisson. C'est un peu comme l'embryon de mouche dont je vous parlais tout à l'heure. Les toutes premières étapes de développement d'un animal, c'est une série de divisions cellulaires synchrones. Alors vous avez sûrement déjà vu des images de microscopie, on voit une cellule qui se divise en 2, en 4, en 8, etc. Mais ça, c'est des choses qui sont assez difficiles à étudier de façon quantitative. Alors, si on place un œuf de poisson dans un microscope non linéaire et qu'on détecte les signaux de troisième harmonique qui nous attrapent les interfaces, vous voyez qu'on a
une image morphologique qui nous donne à peu près, enfin, disons, toute la morphologie du tissu et notamment tous les contours cellulaires. Si, en plus, c'est un œuf qui est vivant et en train de se développer, vous voyez qu'on voit très bien les processus de division cellulaire et notamment les contours cellulaires pendant les divisions. Mais on peut faire plus que ça. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on pouvait détecter aussi des signaux qui proviennent des fuseaux mitotiques, qui sont les structures qui vont séparer les lots de chromosomes en deux. Donc là, dans cette image-là, en fait, on a fait 3 images à la fois. On a un marquage avec une protéine fluorescente qui marque les chromosomes, et 2 signaux non linéaires qui ne proviennent pas de marquage, mais juste des propriétés optiques qui nous permettent de détecter les contours cellulaires, donc la génération 3e harmonique, et la formation des structures qui vont séparer les chromosomes. Et vous voyez que si on fait ici une image toutes les 20 secondes ou toutes les 10 secondes, on voit très bien le processus de division cellulaire avec notamment l'apparition de ces signaux quand la cellule va se diviser, puisque c'est les structures qui vont séparer les chromosomes en deux. Et si on s'intéresse à l'évolution de ce signal vert au cours du temps, pour une cellule, on voit qu'il augmente et il est vraiment maximal au moment où ces structures existent et puis après il disparaît. Donc c'est un signal qui va nous permettre de donner un top très précis au moment où la cellule va se diviser. Donc avec ces images, en fait, il est possible de filmer le développement de l'œuf de poisson pendant ici les 3 premières heures du développement, quand l'embryon va passer de 1 cellule à 1000 cellules. En fait, il y a 10 cycles de diffusion, donc on passe de 1 à 2 puissance 10 cellules. Donc là, donc ça, c'est juste une image en coupe, en fait un peu plus tard. Donc ici, on a la morphologie, et ici, vous avez les petits points des cellules en division qui sont en fait à l'intérieur de ce chapeau ici de cellules. Et là, c'est l'image tridimensionnelle complète, mais reprojetée. Donc là, vous avez l'œuf en division, et ça, ce sont les signaux de division cellulaire qui sont en fait à l'intérieur, mais qu'on a reprojetés à l'extérieur. Et vous voyez qu'on peut compter, en tout cas visualiser toutes les cellules en division de cette façon-là. Alors, avec un peu de traitement d'image, on peut s'amuser à détecter automatiquement ces divisions cellulaires, détecter les contours cellulaires, et cette approche a permis de reconstituer récemment un embryon numérique, en fait. C'est-à-dire qu'on a placé l'œuf de poisson sous le microscope, on a enregistré ces images tridimensionnelles, et on a pu complètement numériser le processus et décrire, alors compter tous les instants de division avec les formes des cellules et surtout leur filiation, c'est-à-dire déterminer de quelles cellules, ici au stade où on a 8 cellules, dérivent toutes les suivantes. Donc ça, ensuite, ça permet de faire un ensemble de mesures. Alors ici, par exemple, sur ce graphe, on a représenté toutes les divisions cellulaires en fonction de l'espace et du temps, et notamment de caractériser le fait que ces divisions, elles ne se produisent pas de façon synchrone, mais plutôt sous forme de vagues qui se ralentissent et probablement déclenchées par des facteurs mécaniques. Donc, alors ça a permis de comprendre beaucoup mieux, disons, ces étapes précoces du développement. Un développement, disons, actuel de ces méthodologies, c'est d'être capable de faire ça à des stades plus tardifs et de faire des reconstitutions numériques de tissus au cours du développement, par exemple pour comprendre de quelles cellules vont dériver un tissu particulier. C'est-à-dire quelles sont les cellules, par exemple, qui vont donner un œil et à quel défaut au niveau initial va être sensible à la formation de l'organe dans son état final. Ces images permettent aussi d'étudier justement des mécanismes de formation des organes. Donc là, pour le moment, je vous ai montré uniquement des techniques d'imagerie. On place un tissu sous le microscope, on fait de l'imagerie 3D et on apprend des choses sur les trajectoires des cellules, leur fonctionnement, etc. Et on est à combien de temps là par rapport à l'exposé ? Ok, on va essayer d'aller assez vite. Donc je vous ai montré qu'on pouvait visualiser tout ça. On peut faire aussi, donc voilà, très bien, on peut visualiser les mouvements cellulaires. Mais on peut utiliser l'optique pour faire plus que de l'imagerie. On peut utiliser l'optique pour agir sur le tissu biologique, par exemple, utiliser le laser pour faire des micro-ablations.
si on focalise un laser impulsionnel à l'intérieur d'un tissu, mais qu'on utilise des impulsions cette fois un peu plus énergétiques que celles qu'on utilise pour l'imagerie, on va être capable de détruire quelques cellules au voisinage du point de focalisation. Donc là, ici, c'est encore un embryon drosophile. Vous voyez la membrane externe. Vous voyez une zone qui a été détruite par chirurgie laser, mais confinée en 3 dimensions à l'intérieur du tissu. Alors cette approche, eh bien, elle permet par exemple de perturber les mouvements cellulaires au cours du développement. Donc, je vous ai montré qu'on pouvait suivre ces mouvements cellulaires. Avec des opérations de chirurgie laser, on va être capable de perturber l'équilibre mécanique des tissus qui sont en train de se développer. Et là, par exemple, vous voyez que ces tissus qui sont en compression ne sont plus en compression dans cet embryon qui a subi une microchirurgie de quelques cellules sur la partie ici en haut de l'embryon. Alors pourquoi on fait ça? En fait, c'est pour étudier le lien entre l'expression génétique, parce que ce sont des cascades d'expression génétique qui vont contrôler de façon très précise ces mouvements dans l'embryon, et les déformations et les mouvements cellulaires. En particulier, on sait que des séries d'expressions de gènes vont contrôler les déformations des cellules en changeant leur forme, leur propriété d'adhésion, etc. Et une question, c'est est-ce que l'environnement mécanique des cellules peut lui-même agir sur l'activité génétique des cellules, ce qui pourrait avoir des implications, par exemple, dans le cas du cancer ou de pathologies qui vont se caractériser par des changements de phénotype, c'est-à-dire de propriétés des cellules en fonction de leur environnement. Donc, avec le laser, on peut non seulement imager, mais perturber le développement, et puis on peut même faire un peu plus compliqué. On peut s'amuser à injecter, à magnétiser quelques cellules en injectant un fluide magnétique, et ce qui va permettre de venir tirer sur des cellules depuis l'extérieur du tissu. Donc ça, c'est une méthodologie qui a été développée, encore une fois, à l'Institut Polytechnique en collaboration avec l'Institut Curie. Et vous voyez que sur cet embryon ici, qui est visualisé en microscopie non linéaire, on a d'abord réprimé les mouvements de compression ici, et puis on les rétablit maintenant de façon magnétique. Quand on approche l'aimant, on peut tirer sur le tissu. Quand on éloigne l'aimant, on voit que le tissu se relaxe. Et ça nous a permis de mettre en évidence, pour la première fois in vivo, que oui, effectivement, il y a des boucles de rétroaction mécanique génétique, c'est-à-dire qu'un des gènes dont le niveau d'expression régule les déformations cellulaires dans cette région de l'embryon a un niveau d'expression qui est lui-même modulé par l'état de compression des tissus. C'est un peu comme s'il y avait une boucle de feedback ou un contrôle qualité sur le fait que ce tissu s'est bien mis en place. Donc ces techniques optiques ont permis de le démontrer parce qu'on est capable de visualiser in vivo la dynamique de déformation des tissus. L'application à terme de ça, c'est d'étudier si ces mécanismes d'interaction mécanique génétique existent dans d'autres contextes que le développement embryonnaire, et en particulier dans le développement précoce du cancer du côlon, et c'est un projet qui est à l'étude. Effectivement, on retrouve les mêmes mécanismes utilisés en biologie du développement qui réapparaissent de façon dérégulée ou pathologique dans le cas de certains cancers. Voilà. Et si j'ai encore 1 minute, je vais vous parler plus de technologie. Donc ça, jusque-là, le message, c'était voilà, ce sont des techniques qui ont été développées dans les années 90 qui permettent de faire de la recherche biomédicale sur des tissus intacts, alors notamment en neurosciences, en biologie du développement, et aussi, dans certains cas, avec des perspectives d'application au diagnostic médical, c'est ce que vous avez vu sur la cornée. Il y a aussi une grande partie de ce domaine de recherche qui est en fait du développement technologique. Je vous ai dit qu'on pouvait faire de l'imagerie en profondeur, c'est vrai, mais en fait, plus on va profond et moins la qualité des images est bonne. Et ça, c'est lié au fait que pour faire une image de bonne qualité, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, il faut être capable de focaliser le laser sur un petit point, un petit volume d'excitation, le plus petit possible, et qui va déterminer la finesse des images. Quand on fait ça dans un milieu biologique, en fait, le front d'onde de focalisation va être en partie perturbé par les milieux qu'on va traverser. Et ce qui va se passer, c'est que le volume d'excitation, il va
toujours exister, mais il va être un peu déformé. Et ça veut dire qu'on va perdre un peu la résolution et le contraste des images. Si on était capable d'estimer cette déformation et de la précompenser avec un dispositif comme un miroir déformable avant de rentrer dans le microscope, on serait capable de restaurer la qualité des images. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une technologie qui a été développée en astronomie et qui s'appelle l'optique adaptative. En astronomie, ce que font les physiciens, c'est qu'ils vont observer une étoile brillante dans le ciel, par exemple à travers l'atmosphère, et puis mesurer les perturbations du front d'onde induites par l'atmosphère et utiliser cette information pour l'injecter dans un dispositif tel qu'un miroir déformable qui va permettre d'introduire une déformation inverse dans le télescope et restaurer la qualité des images. Alors en microscopie, c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne peut pas aller mettre un dispositif d'analyse de front d'onde au milieu du cerveau du rat, par exemple. Mais ce qu'on peut faire, c'est utiliser le miroir déformable pour appliquer des séries de formes pour précompenser ces distorsions et regarder si on améliore les images, en fait. Donc utiliser directement les images comme critère de qualité de la correction de ces distorsions du front d'onde. Effectivement, ça c'est une approche qui permet de restaurer la qualité d'imagerie. Donc là, je vous présente juste un exemple. Ça, c'est un embryon de souris imagé en microscopie à 2 photons. Et vous voyez que si on précompense les distorsions du front d'onde introduites par la traversée du tissu et éventuellement par le microscope, on est capable de restaurer la qualité des images en profondeur. Donc ça, c'est une des perspectives de ces approches-là. Donc, puisque on veut me faire taire, je vais m'arrêter ici. Ça tombe bien, c'était la dernière diapo. Ah, je sais pas, il n'y a plus d'images. Mais c'était essentiellement la dernière diapo. Donc le message que je veux vous donner ici, enfin c'est dommage, on n'a plus d'images, c'est donc la microscopie non linéaire, c'est un champ d'application des lasers et en particulier des lasers femtosecondes. C'est des approches qui ont été développées à partir des années 90. Et s'il faut retenir une chose, c'est que ça permet de regarder des tissus biologiques vivants à l'échelle de la cellule. Vous voyez, on peut voir même les cellules fonctionner sur des profondeurs de l'ordre du demi-millimètre au millimètre. Donc c'est très utilisé maintenant dans des domaines tels que les neurosciences, où on a vraiment besoin de regarder les cellules fonctionner in vivo. En embryologie, vous voyez qu'il y a des applications assez intéressantes, et c'est aussi des choses qui commencent à diffuser vers le domaine médical, parce que ces images, en tout cas celles qu'on peut faire sans agent de contraste, potentiellement c'est des outils d'aide au diagnostic assez intéressants, parce que vous voyez qu'on a une image très précise de la morphologie des tissus. Un autre domaine de développement technologique, c'est de transposer ces technologies à l'hôpital en remplaçant ces lasers un peu compliqués par des lasers où au lieu d'envoyer la lumière dans le microscope avec des miroirs et des lentilles, on va faire ça avec des fibres et des dispositifs très miniaturisés qui permettraient de combiner ça, y compris avec d'autres modalités d'imagerie comme les ultrasons. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention. Je suis prêt à répondre à vos questions. Je voudrais bien montrer... je sais pourquoi on n'a plus d'images. Voilà, donc... De toute façon, grand merci Emmanuel, pendant que les images vont revenir, je pense qu'on peut te remercier et puis souligner le fait qu'on n'a vraiment pas idée en général de toute la diversité des applications. Nous avons vu aujourd'hui des images non linéaires, des images formées par optique non linéaire, sans le laser, pas d'optique non linéaire, et toute la série des images absolument fantastiques qui nous ont été présentées aujourd'hui serait impensable. C'est encore une autre application. Je pense que voilà, c'est revenu. Tu vas pouvoir nous commenter tes dernières images. Parfait. Voilà, enfin, c'est juste que je... Oui, donc non seulement on peut faire de l'imagerie, mais on peut aussi, et c'est vraiment une des directions de développement de ces approches-là, combiner l'imagerie avec la micromanipulation, y compris optique. C'est-à-dire que là, je vous ai montré des choses un peu, disons, un peu violentes qui sont de la dissection laser, mais on peut même maintenant utiliser des molécules
insérés génétiquement qui sont photoactivables, c'est-à-dire qu'on va pouvoir activer certains neurones, par exemple in vivo, dans l'animal qu'on est en train d'observer. Et vraiment, alors, pour paraphraser ce que vient de dire Pierre Chavel, c'est vraiment un domaine très interdisciplinaire, c'est-à-dire qui est vraiment, qui évolue grâce à des allers-retours permanents entre la physique et les concepts physiques et les applications. Parce que là, c'est vraiment, par exemple, pour ce domaine-là, les neurosciences qui ont tiré cette nouvelle microscopie dans les années 90 et qui ont permis le développement. Voilà. Et ensuite, beaucoup des applications que je vous ai présentées ont été réalisées par un certain nombre de collègues, notamment en France, ici sur le campus Polytechnique Supoptique, et puis également à Paris. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Question. J'aurais dû commencer par ça, oui, bien sûr. Non, bien sûr. Oui, absolument. Ouais. J'ai oublié de préciser ça. Donc c'est point par point, et pour faire une image 2D, en général, c'est de l'ordre de la seconde. Une image 2D, c'est typiquement de l'ordre de la seconde. Dans certains cas, on peut aller plus vite, mais en fait, souvent, on est limité par le... Par exemple, si on excite des molécules fluorescentes, elles ne peuvent pas produire une quantité infinie de lumière, donc il faut un certain temps pour l'accumuler. Donc une image 2D, une seconde, et une image 3D, entre 30 secondes et 1 minute. Mais on travaille sur aussi... Il y a des moyens d'accélérer ça en parallélisant l'excitation, c'est-à-dire en excitant plusieurs points à la fois. Par exemple, à un moment donné, on a vu une image où on voyait plusieurs neurones sur la profondeur au niveau du cerveau de l'humain. Ouais. Cette image-là en 3D, elle prend 1 minute. Ouais, alors après, comme on balaye, on peut toujours choisir de zoomer sur une zone et de ne regarder que cette zone. C'est vrai qu'en neurosciences, il peut y avoir des signaux très rapides. Donc en général, les chercheurs regardent un plan. Donc, d'ailleurs, les images étaient remarquablement stables. Attends, je vais peut-être aller plus vite. Il y a des systèmes de stabilisation de l'animal, mais il y a aussi des systèmes de recalage des images. Mais on voit un peu on voit une sorte de mouvement. Parce qu'évidemment, comme c'est in vivo, quand l'animal respire ou simplement vit et qu'il y a les battements cardiaques, le tissu va bouger et se déformer. Donc là, les images sont recalées. Typiquement, ces images-là sont faites en 1 seconde. Alors dans certains cas, on peut aller plus vite, disons jusqu'à 10 images par seconde. Et si on veut regarder des choses qui sont vraiment très rapides, une façon de faire, c'est au lieu de faire l'image complète, c'est de parquer le laser sur une cellule, et puis d'aller très vite sur une autre, et puis très vite sur une autre. D'abord de faire une image pour regarder les points d'intérêt, et puis simplement de sonder uniquement quelques points intéressants dans le tissu. Ce qui permet d'aller beaucoup plus vite, parce qu'il peut y avoir des signaux qui sont plutôt à l'échelle de la milliseconde. Ce qui veut dire que c'est une quantité de lumière disponible pour faire, par exemple, la génération d'harmonique. Tout à fait. Avec 10 lasers, on ira 10 fois plus vite. Oui, s'il aura survie, oui. Oui, c'est toujours un compromis en fait entre la qualité des images et en général les biologistes qui font, enfin souvent c'est pas les biologistes qui développent ces instruments et ils veulent des images plus belles avec plus de lumière, etc. Mais plus de lumière, ça veut dire qu'on excite plus fort et souvent il faut toujours rester en deçà d'un seuil où on perturbe, bien sûr. Autre question. Monsieur Lao. Alors c'est de l'ordre du micromètre. Donc, mais bon, de l'ordre du micromètre. En général, la résolution, elle n'est pas tout à fait isotrope, c'est-à-dire que suivant l'axe du microscope, c'est plutôt 2 ou 3 micromètres, et dans l'axe transverse, c'est 1,5 micromètre. Quand tout va bien, et en surface des tissus, on peut faire 1,5 micromètre sur mieux que 1,5 micromètre. Mais en général, dès qu'on descend un peu en profondeur, ça se dégrade, et l'ordre de grandeur, c'est ça. Si je comprends bien ce que tu viens de nous dire, il y aurait un certain flou de bouger quand on voit les cellules qui se divisent là dans les embryons, c'est à l'échelle de la minute, ou jusqu'à 1 heure environ, une demi-heure ou 1 heure. Oui. Si on met pour acquérir une image 3D environ 1 minute, ça veut dire que chaque image est un petit peu bougée, mais
vais les fusionner avec la suivante puisque ça suit immédiatement, c'est ça? Effectivement, quand on met 1 minute pour faire une image, il y a une distorsion temporelle entre le début et la fin. Tout à fait, oui. Mais après, alors les divisions cellulaires, là par exemple, qu'on a vu tout à l'heure, il y a une division tous les quarts d'heure à peu près. Donc si on fait, donc le fait de faire une image en 1 minute permet quand même d'attraper tout. Mais effectivement, en général, il faut adapter les conditions d'imagerie au phénomène qu'on veut regarder, bien sûr. Autre question? Concernant l'embryon de mouche, à un moment donné, vous avez dit qu'effectivement vous aviez démontré qu'il semblerait que des contraintes mécaniques Oui. soient des inducteurs, disons, des répressions de gènes ou Oui. d'excitation de gènes. Oui. Est-ce que l'on connaît un petit peu le facteur de transduction? Oui, alors effectivement, c'est aussi des choses qui sont... je crois que je suis en train de perdre ma batterie encore. Il y a une cascade de signalisation qui est en partie décortiquée et qui passe par une molécule qui se trouve au niveau des jonctions d'adhésion entre les cellules et qui, sous contrainte mécanique, peut en fait rentrer à l'intérieur de la cellule et passer dans le noyau où elle devient un facteur de transcription pour ce gène-là. Ce gène-là est en lui-même un gène qui va contrôler la relocalisation, par exemple, de moteurs moléculaires ou du squelette de la cellule. Donc la boucle de feedback n'est pas directe, donc elle passe par un certain nombre d'autres molécules, mais en fait, on a identifié effectivement quelques-uns des acteurs moléculaires. Mais là, c'est plus de l'imagerie, c'est aussi... c'est plus complexe que ça, quoi. Je me suis aussi demandé ce qui arrêtait la séquence de tes images. Quand l'image de la drosophile, par exemple, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas la suite? On a envie de voir la suite. La suite du film? On a envie de voir la mouche qui sort, qui s'envole. Alors on va voir la mouche qui sort. Mais pas avec ces images-là. Mais d'ailleurs, c'est assez amusant parce que c'est une image... voilà. C'est une image, alors là sur une trentaine d'heures, donc là c'est la génération de troisième harmonique. Donc on regarde la morphologie uniquement, hein, il n'y a pas de marquage. Donc vous voyez, là elle est dans son œuf, elle se développe, et à partir de 20 heures, elle va commencer à fabriquer des structures musculaires. Et ça, on va les voir sur le canal de seconde harmonique, et donc on va voir des points verts qui apparaissent autour, j'ai pas besoin de laser, et ça c'est les muscles. Et vous voyez qu'elle gigote de plus en plus d'ailleurs. Voilà, surtout qu'on... Et puis elle est partie à la fin. Pour moi, c'est un scoop. Ça, je pensais qu'il y avait une bonne raison qui faisait qu'on ne pouvait pas aller au-delà d'une ou 2 heures. Mais là, non, vraiment, aller très loin dans le... Non, voilà. Alors ça, c'est une expérience que deux collègues, Delphine Desbarres et Willy Supato, ont faite en passant la nuit se relayer qui est toujours de l'eau sous le microscope. Donc c'est des objectifs à immersion, enfin c'est un détail technique, à eau, et donc il faut qu'il y ait de l'eau entre l'échantillon et l'objectif, sauf que ça a tendance à sécher, donc il fallait régulièrement aller remettre de l'eau pour faire le film. Mais c'est aussi une preuve que c'est relativement non toxique. C'est aussi pour ça qu'on avait fait ce film, c'est que voilà, elle est vivante, à la fin, c'est comme les poissons, l'œuf de poisson, à l'arrivée, on a quelque chose qui nage dans sa coupelle. Alors là, on voit d'ailleurs, je pense que c'est les globules rouges qui font des petits points brillants qu'on voit autour. Là, on voit les muscles et puis... Là. Hop, elle est partie. Excellent. D'autres questions? On s'en tient là pour aujourd'hui. Grand merci, Emmanuel. Merci.